L'eau est une matière naturelle vitale. Aucun être vivant ne peut s'en passer. Elle est exploitée depuis des millénaires dans des sources et des puits pour des usages domestiques, la pratique de l'agriculture et de l'élevage. La disponibilité de l'eau pour l'homme et pour les milieux terrestres peut poser problème dans les régions arides. D'autre part, l'exploitation de l'eau peut se caractériser par divers aspects négatifs tels que le gaspillage, la pollution domestique, agricole et industrielle. L'eau est donc une ressource qu'il faut préserver, en particulier en Tunisie, dont les 3/4 du territoire sont semi-arides et arides. Comment se forment les ressources en eau, qu'elles soient eau de surface ou eau souterraine? Comment se fait l'exploitation des diverses ressources en eau et comment agir pour rendre cette exploitation plus rationnelle? Il importe d'abord de connaître le cycle de l'eau dans la nature. Le cycle de l'eau. L'eau est une ressource renouvelable, mais elle peut s'épuiser un certain temps avant de se renouveler. À l'échelle de la planète, elle est constamment renouvelée grâce au cycle de l'eau. Des échanges d'eau ont lieu entre les différents réservoirs, les océans, les continents et l'atmosphère. Le moteur principal de ce cycle est l'énergie solaire. Les océans et les mers représentent la masse la plus importante en eau salée. La réserve en eau douce la plus grande se situe au niveau des glaciers des régions polaires et dans certaines des couches souterraines. L'eau est constamment en circulation entre les mers, l'atmosphère et les continents. En effet, sous l'action des rayons solaires, l'atmosphère s'enrichit en vapeur d'eau provenant surtout de l'évaporation de l'eau marine et continentale et de la transpiration des plantes. La vapeur qui s'élève dans l'atmosphère se condense en nuages. Ceux-ci sont à l'origine des précipitations, sous forme de pluie ou de neige, dont une partie atteint les mers et les océans, et l'autre les continents. Les eaux de pluie qui tombent sur le continent se répartissent en 3 parties. Une partie s'évapore et entre dans un nouveau cycle de l'eau. Une partie s'infiltre dans le sol et alimente les nappes souterraines. La dernière partie ruisselle et rejoint les cours d'eau ou se déverse dans les lacs et la mer. Répartition des ressources en eau en Tunisie. En Tunisie, les ressources sont inégalement réparties. Les eaux de surface sont essentiellement localisées dans le nord et mobilisées dans les lacs collinaires et les barrages. Les réserves d'eau souterraine, ou nappes, sont surtout localisées dans le sud. Les plus importantes sont les nappes profondes et fossiles, c'est-à-dire non renouvelables. L'exploitation des nappes est réalisée grâce aux puits et forages, ainsi qu'aux sources. Les eaux de surface. Le potentiel hydraulique de la Tunisie est étroitement lié à la pluviosité et à sa répartition. Les pluies sont irrégulières et la pluviosité diminue du nord au sud. C'est pourquoi les cours d'eau sont plus importants au nord, ce qui explique que les grands barrages ont été construits dans cette région. Les cours d'eau.
Les eaux de pluie ruissellent à la surface du sol et alimentent les cours d'eau. En Tunisie, le régime hydrologique de ces cours d'eau est en relation avec la pluviosité et les reliefs. On peut distinguer 3 types d'écoulements. Un écoulement exoréique, lorsque l'eau d'un cours d'eau, par exemple la Medjerda, se jette à la mer. Un écoulement endoréique, lorsque l'eau n'arrive pas à la mer. Elle sera retenue dans les dépressions continentales, lacs, lagunes, sebkha. Un écoulement aréique dans les régions désertiques. L'écoulement fluviatile est rare, mais les crues sont souvent fortes. Les lacs. Ce sont des dépressions continentales remplies d'eau douce ou saumâtre et alimentées par les cours d'eau. Exemple, le lac Ishkel. Les sebkha et les chottes. Ce sont des dépressions continentales contenant des eaux salées. Ces eaux proviennent essentiellement des eaux sauvages et des crues des oueds. Le sel provient en grande partie du lessivage des terrains par les eaux sauvages. Les barrages. Un barrage est une retenue d'eau artificielle. C'est un moyen utilisé pour couper un cours d'eau de façon temporaire ou permanente et l'empêcher de se déverser dans un lac, une sebkha ou la mer. La construction d'un barrage limite les risques d'inondation résultant des crues des oueds. Exemple, le barrage de Sidi Salem protège les villes de Testour et d'Omjez el-Bab. L'eau des barrages est utilisée pour la boisson et l'irrigation des cultures. Les réserves d'eau souterraines ou nappes aquifères. La partie des eaux de pluie qui s'infiltrent dans le sol pénètre dans des roches perméables, sable, calcaire fissuré, circule à travers ces roches et les imprègne. Lorsque l'eau rencontre une couche imperméable, comme l'argile, elle s'arrête. Le terrain perméable, gorgé d'eau, situé juste au-dessus de la couche imperméable, est une nappe aquifère. Lorsque l'on creuse un puits, on peut atteindre l'eau à des profondeurs variables suivant les endroits. La nappe reçoit l'eau de pluie sur toute sa surface. Il n'existe aucune roche imperméable entre la surface du sol et la nappe. Une telle nappe est appelée une nappe libre. La limite supérieure de saturation des couches en eau est appelée surface piézométrique. Si cette nappe affleure à la surface du sol, elle s'écoule sous forme de source. Dans le sud tunisien, par exemple, les nappes sont généralement profondes. Lorsqu'on creuse un puits, il arrive que l'eau jaillisse à la surface du sol. C'est un puits artésien. La nappe est comprise entre 2 niveaux imperméables. L'eau de cette nappe est prisonnière, captive, puisqu'elle ne peut pas s'écouler. La pression dans la nappe captive étant supérieure à la pression atmosphérique, l'eau de cette nappe jaillit dès que l'on creuse un puits. Dans le sud tunisien, les nappes profondes sont importantes. Nappe de la Gefara, elle est située le long de la côte. Nappe du continental intercalaire. C'est une nappe profonde, artésienne. Elle s'étend sur environ 600 000 km² dans le Sahara tunisien, algérien et libyen. C'est une réserve gigantesque d'eau fossile formée au début du Quaternaire, alors que les conditions climatiques au Sahara étaient plus humides qu'aujourd'hui. Cet immense réservoir est formé de grès perméables. La nappe
est exploitée par forage. L'eau est une ressource renouvelable. Elle n'est toutefois pas inépuisable, car son renouvellement est lent. Pourtant, les besoins en eau ne cessent d'augmenter. La question de l'approvisionnement en eau devient chaque jour plus préoccupante. Alors que la population triplait, la consommation en eau de l'humanité était multipliée par plus de 6, soit une augmentation 2 fois plus importante. Cela est dû non seulement à l'augmentation de la population, mais aussi à l'augmentation de la demande moyenne en eau par habitant et de l'exceptionnel développement industriel et agricole qu'a connu le XXe siècle. À cela s'ajoute une répartition très inégale des réserves d'eau à la surface de la planète. Le problème de l'eau dans le monde n'est pas uniquement quantitatif, il est aussi qualitatif. En effet, plus la consommation d'eau augmente, plus le rejet d'eau usée provenant des foyers et des industries est important. Cette pollution pose un grave problème car elle pourrait rendre les réserves progressivement inexploitables. Le rejet des déchets liquides et solides dans les grandes agglomérations et l'utilisation grandissante des engrais chimiques en agriculture menacent sérieusement les nappes aquifères, surtout les plus superficielles, c'est-à-dire les plus utilisées. On doit donc multiplier les moyens pour mieux gérer cette ressource et la préserver de la pollution. L'installation des stations d'épuration des eaux usées a donc pour objectif de réduire la charge polluante qu'elles véhiculent afin de rendre au milieu aquatique une eau de qualité, respectueuse des équilibres naturels et de ses usages futurs. L'utilisation des engrais biologiques, comme le fumier, au lieu des engrais chimiques, réduit considérablement la charge en nitrate et en phosphate des eaux de ruissellement et l'eau d'infiltration. Le contrôle et les études d'impact sur l'environnement des industries polluantes permettent de mieux gérer le problème de la pollution industrielle des ressources en eau.